Pendant très longtemps, l'être humain a tenté d'expliquer les phénomènes de la nature en faisant appel à la magie et à la superstition. Mais avec l'avènement de la science, on a commencé à utiliser la logique, une démarche qui permet d'établir un lien clair entre un phénomène et sa cause. Cette approche a permis à la science de faire de grandes découvertes, en particulier dans le domaine de la physique, où on a réussi à identifier les forces de la nature et les lois qui les régissent, comme par exemple la gravité. Si je laisse tomber ce livre, je sais que c'est la force de la gravité qui le fait tomber. Mais au début du XXe siècle, on s'est rendu compte que cette logique ne suffisait plus. En physique, on n'arrivait pas à expliquer de façon satisfaisante le comportement de la matière à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'atome. Il a donc fallu élaborer une nouvelle théorie, déroutante celle-là, mais vraiment efficace. On l'appelle la mécanique quantique. Connaissez-vous l'histoire du chat de Schrödinger? C'est l'histoire étrange d'un chat à la fois vivant et mort. Imaginons une boîte dans laquelle on enferme un chat. À côté du chat, il y a un plat rempli de lait empoisonné. Il y a 50% de chances que le chat boive le lait et 50% de chances qu'il n'y touche pas. Après un certain laps de temps, le chat est-il encore vivant ou est-il mort? La mécanique quantique nous dit que tant qu'on ne regarde pas dans la boîte, le chat est les deux à la fois, vivant et mort. Une situation pour le moins insolite. Pourtant, ce monde paradoxal où les deux états, vivant et mort, coexistent, n'est pas une simple vue de l'esprit. C'est le monde étonnant que l'on découvre quand on plonge au cœur de l'infiniment petit. On y rencontre l'atome, cette petite brique qui constitue la structure fondamentale de la matière. Dans le noyau, le comportement bizarre des protons et des neutrons a peu d'effet sur nos vies quotidiennes. Par contre, grâce à sa nature paradoxale, l'électron est devenu la grande vedette du XXe siècle car il est à l'origine de tout le développement de l'électronique moderne. À l'époque de la découverte de l'électron, pour représenter l'atome, les physiciens ont fait appel à un modèle connu, le modèle planétaire, mais ils ont dû admettre qu'il était inadéquat. Une charge positive et une charge négative s'attirent, alors que deux charges, par exemple, négatives, se repoussent. Donc, si vous considérez qu'un atome, c'est un noyau positif avec des électrons négatifs autour, l'électromagnétisme, les lois simples de l'électricité vous disent que, normalement, tous les électrons devraient venir se coller sur le noyau, exactement comme des mouches sur du miel. Et par ailleurs, comme les électrons se repoussent entre eux, on ne voit pas aussi comment ils pourraient rester dans cette position-là, et les électrons devraient se repousser les uns les autres, et si j'ose dire, à la fois aussi s'éloigner du noyau, et on ne voit pas très bien comment on pourrait avoir cette situation stable, c'est-à-dire d'avoir un atome, avec à la fois dedans des charges négatives, des charges positives, le tout en équilibre. Pourtant, dans les faits, cet effondrement des électrons sur le noyau ne se produit pas. Pourquoi? Peu à peu, les physiciens découvrent la réponse, stupéfiante. L'électron a une double personnalité. Non seulement il est une particule, mais en même temps, il est aussi une onde. Comme pour le chat de Schrödinger, ces deux états contradictoires coexistent simultanément. Les physiciens ont mis du temps pour accepter ces données, à première vue, incompatibles. Mais la dualité onde-particule s'est révélée essentielle pour décrire la réalité atomique. On est obligé d'admettre qu'il n'y a pas dans la nature des ondes, d'une part, et d'autre part des corpuscules, mais les deux sont constamment unis, coexistent constamment dans tout le monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'un électron, par exemple, n'est ni une onde, ni une particule, c'est quelque chose qui est les deux à la fois.
Parce que l'électron est à la fois onde et particule, son déplacement n'a rien à voir avec le modèle planétaire. Il ne décrit pas une orbite définie autour du noyau. En réalité, l'électron est insaisissable. Il est partout et nulle part tout à la fois. Il est donc impossible de définir sa position de façon précise. On sait seulement qu'il y a une forte probabilité qu'il se trouve autour du noyau dans une certaine aire dont la forme peut varier. Ces mouvements de l'électron, imprévisibles, atteignent presque la vitesse de la lumière. Ces observations sur les mouvements bizarres de l'électron ont bouleversé les physiciens de l'époque. Ces mouvements discontinus rendent toute mesure difficile, d'où le fameux principe d'incertitude de l'allemand Werner Heisenberg. On ne peut, simultanément, connaître la vitesse et la position de l'électron autour du noyau. Quand nous allons faire des mesures, c'est-à-dire quand nous allons essayer de le trouver, cet électron, de l'observer véritablement, eh bien, vous comprenez bien que nous aurons à cause de ça des ennuis. Parce que nous allons avoir un mouvement qui obéit aux propriétés d'une onde, et en fait, dans cette onde, nous ne savons pas tout à fait où se trouve cet électron. Donc, il y aura un élément d'incertitude. Le principe d'incertitude d'Heisenberg a des répercussions profondes sur notre vision du monde. Le comportement de la matière à l'échelle de l'infiniment petit n'est pas déterminé, prévisible. Les mesures que l'on y effectue sur la vitesse et la position des éléments expriment non pas des certitudes, mais des probabilités. Pour Einstein, cette vision indéterministe de la matière, où le hasard joue un rôle important, est inacceptable. D'où sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Même si, à notre échelle, les paradoxes de l'infiniment petit nous échappent, on peut affirmer que l'électron est partout et que tout l'univers est quantique, des galaxies jusqu'aux gouttes d'eau, des humains jusqu'aux bactéries. Fait remarquable, malgré la nature indéterminée de l'infiniment petit, l'industrie électronique a su exploiter l'électron pour mettre au point l'invention qui, par sa précision, a le plus marqué notre époque, le transistor. Le transistor, c'est la composante qui permet d'amplifier ou d'interrompre un courant sans exiger en retour beaucoup d'énergie. C'est cette propriété qui a permis la miniaturisation des appareils, d'où le succès de l'électronique. Curieusement, pour fabriquer ces transistors, on n'utilise pas les corps qui sont bons conducteurs comme le cuivre ou l'aluminium, mais des corps semi-conducteurs comme le silicium. Qu'est-ce que sont les semi-conducteurs? Eh bien, les semi-conducteurs, c'est une situation intermédiaire. C'est une situation où tous les électrons contribuent à la stabilité de l'édifice, du cristal, sauf quelques-uns qui contribuent, mais pas si fort. Et comme ils n'y contribuent pas si fort, vous pouvez en quelque sorte je dirais les divertir, enfin vous pouvez vous voyez, les acheter, en leur montrant un bonbon ou une sucette, en leur dire mais venez donc un petit peu par là. Donc vous avez une action sur eux. Vous pouvez les obliger à cesser leur travail dans la soute et à monter sur le pont. Et à ce moment-là, s'ils montent sur le pont, c'est-à-dire s'ils échappent à ce travail de forçat qui consiste à maintenir l'édifice, ils ont des propriétés justement de conductibilité électrique. Mais ce qui est important là, c'est qu'ils ont ces propriétés à la demande. Vous pouvez leur demander de les avoir, alors que dans un conducteur, vous n'avez rien à demander. Ils sont libres. Tandis que là, ils le font à la demande. Et c'est précisément parce qu'ils le font à la demande, et c'est précisément parce qu'on a su trouver des types de demandes, en particulier mettre des impuretés, créer des contacts entre différents métaux, que l'on a créé toute la microélectronique moderne, car ces matériaux deviennent conducteurs quand on les siffle, et précisément ce que l'électronique moderne veut, c'est de pouvoir siffler les composants, de leur dire « fais ceci, fais cela, arrête ».
recommence. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un conducteur. Un bon conducteur, c'est comme un grand fleuve. Quand ça coule, ça coule. Mais sans la double personnalité de l'électron, à la fois onde et particule, cette propriété de transporter facilement le courant disparaît. Adieu transistor. Imaginez que vous fassiez une partie de foot dans un taillis. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez shooter dans le ballon, et le ballon, évidemment, va se heurter tout de suite aux buissons, aux troncs d'arbres de la forêt, et il s'arrêtera très rapidement. La matière est un tel taillis, mais un taillis d'électrons. C'est-à-dire qu'il y a dedans des troncs d'arbres, ce sont les noyaux atomiques, et il y a des buissons qui sont les électrons qui tournent autour et qui circulent partout. Et à cause de ça, on ne voit pas très bien comment l'électron pourra circuler à l'intérieur d'un tel milieu s'il est uniquement un corpuscule électrisé. Eh bien, la raison que l'on comprend maintenant, c'est que cet électron est en même temps ondulatoire. Alors, vous observerez que quand vous shootez dans un ballon de foot dans un taillis, le ballon est arrêté, mais le bruit de votre coup de pied ou le bruit de votre voix se répand très bien. C'est-à-dire que les ondes, elles, ne sont pas du tout arrêtées de la même manière par le taillis que le sont les objets matériels du genre d'un ballon de foot ou d'un autre objet. Eh bien, c'est ce que font les électrons. C'est-à-dire que les électrons ont cette remarquable propriété qu'ils se propagent comme des ondes à l'intérieur des milieux matériels et que ce sont ces ondes qui expliquent leur mobilité ou leur arrêt. À l'image du bourgeois gentilhomme qui ignorait faire de la prose, chaque fois que nous manipulons un objet électronique, sans le savoir, nous faisons appel à la physique quantique. Et si les objets électroniques existent, nombreux, c'est parce que cette discipline a su judicieusement tirer profit des paradoxes fondamentaux de la matière. Mais en définitive, l'intérêt véritable de la physique quantique se situe bien au-delà de la haute technologie. Avec ses paradoxes, ses probabilités et ses incertitudes, la physique quantique peut sans doute expliquer tout à la fois la très grande unité et la très grande diversité de l'univers, les liens qui existent entre le corps et l'esprit, et aussi le phénomène le plus mystérieux auquel nous sommes confrontés, la conscience humaine.